C'est-à-dire qu'on les a fait basculer dans le fonds Marianne sans même les prévenir. Projet qui n'était, rappelons-le, même pas consacré à Samuel Paty, etc. Et ben en fait, on a pris les copains qu'on finançait déjà et on en a fait artificiellement basculer des structures qui étaient déjà financées par le CIPDR pour les mettre dans l'appel à projet. Est-ce qu'on peut montrer de la pornographie à des adolescents fusent dans un cours sur la liberté d'expression? Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Belliot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Je rappelle rapidement que vous êtes enseignant, écrivain, essayiste. Vous êtes ici pour parler de votre... Alors, c'est l'avant-dernier livre, Le Fonds Marianne et les charognards de Samuel Paty, publié aux éditions Contre-Culture et disponible depuis le mois de juin de cette année. Mais avant de commencer, vous êtes également l'auteur, entre autres, de Massacre de Charlie Hebdo, l'impossible enquête, et d'Itinéraire d'un anti-conspirationniste gâté, ouvrage qui vous a d'ailleurs valu une plainte déposée par Rudi Reichstadt. Alors pour être précis, ça c'est le titre du fichier PDF que je vous ai envoyé. C'est une référence à un film de Claude Lelouch qui s'appelait Itinéraire d'un enfant gâté, donc Itinéraire d'un assez gâté. Mais je ne l'ai pas utilisé comme titre parce que ça aurait été incompréhensible, même si ça m'aura attiré peut-être moins d'ennuis. Mais le vrai titre, c'est l'anticonspirationnisme mis à nu à travers la posture Rudi Reichstadt. Voilà. Effectivement, ça m'a valu un procès. Eh ben justement, vous êtes passé, alors il vous accuse, il a déposé une plainte pour insinuation infamante et propos à caractère injurieux, parfois à caractère antisémite. Donc dans la première instance, c'est tenu en juin dernier, le 17 septembre 2024, vous avez été condamné pour injure publique à l'encontre du directeur de Conspiracy Watch. Est-ce qu'on peut avoir votre sentiment sur cette condamnation? Est-ce que vous pouvez en parler d'ailleurs? Alors j'aimerais pouvoir en parler un peu plus librement, mais en fait j'attends encore le compte-rendu écrit du jugement. Voilà, c'est-à-dire que il y avait une vingtaine de citations qui étaient poursuivies dans cette biographie à caractère pamphlétaire, on peut dire ça, même si je considère ça comme une démonstration, mais on va dire que j'ai laissé poindre, on va dire laisser passer une pointe de colère. Et donc je ne sais pas lesquelles des 20 citations ont été poursuivies. Donc ça me pose un problème d'ailleurs parce que j'aimerais rééditer cet ouvrage en changeant en fait certains des aspects. Est-ce que les 20 citations ont été considérées comme injurieuses? Ça me semblerait extraordinaire et tout à fait injuste. Que certaines l'aient été, pourquoi pas, je suis disposé à les enlever, ça n'enlèvera rien à la démonstration. Mais j'aimerais en fait, en attendant que je sache, je ne peux pas trop vous dire. Après, ce que je peux simplement dire, c'est que ce qui est un peu gênant dans ces affaires, c'est que on se retrouve attaqué sur la forme et non pas sur le fond. Et il me semble que ce qu'on appelle la lutte contre les théories du complot, qui est une espèce de combat républicain national, constitue un scandale que j'ai poursuivi d'ailleurs analyse que j'ai poursuivi dans le cadre du livre sur le fonds Marianne. Et certes, on peut vous choper sur quelques phrases, sur quelques mots, mais il n'y a pas eu de débat sur le fond. Donc bon, j'ai senti que les dés étaient complètement pipés quand je me suis retrouvé dans cette séance, que j'ai trouvé d'une très grande violence. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour le savoir, même si on en a entendu parler. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas fait appel. Déjà, c'est que ça coûte vraiment trop cher. Et c'est pas que je me sens coupable, hein. Très loin de là. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle la justice et ce qu'on appelle le droit. Et il faut croire que le droit n'est pas toujours juste. Justement, vous parlez de violence lors de ce procès. Sous quelle forme s'est-elle distinguée cette violence? C'est-à-dire, il y a la partialité déjà enfin, les observateurs, je pense, ont été unanimes à ce sujet, même ceux qui découvraient la machine, c'était que déjà il y a une partialité des juges, voilà. Partialité de la présidente qui a éclaté au bout de 5 minutes. Bon, au bout de 5 minutes, je savais que c'était fini. C'est-à-dire que l'avocate de la partie civile avait une alliée en face de moi. Après, ce qui est difficile, c'est que on essaye et ça c'est un point commun à tous ces procès, c'est que
non seulement on quitte le fond pour la forme, mais même quand on reste dans la forme, ce qui est essayé, c'est de vous nazifier, de vous antisémitiser, et donc on va réellement ou artificiellement tout axer dans cette direction pour profiter d'une atmosphère de terrorisme intellectuel qui va vous déstabiliser en sachant que vous voyez, il y a quand même on est dans un climat, on pourra en reparler, on est dans un climat où des gens qui postaient de simples tweets ou des commentaires sur Facebook au début après l'opération Déluge d'Al-Aqsa du 7 octobre 2023 se sont retrouvés accusés pour apologie de terrorisme. Vous voyez, voilà. Alors qu'il a fallu je ne sais pas combien de temps pour que Netanyahou soit poursuivi par la CPI et qu'on dise en même temps qu'il est tout à fait le bienvenu en France parce que il faut quand même respecter les statuts de la CPI. Vous voyez, c'est bon. Donc il y a quand même un certain climat dans ce pays qui est très particulier. Donc ce n'est pas une obsession que vous avez pour Rudi Reichstadt finalement, parce que d'ailleurs on va le retrouver dans ce livre, dans le Fonds Marianne et les charognards de Samuel Paty. Non, c'est pas une obsession dans le sens où c'est comme si vous je l'ai déjà dit ailleurs, mais quand vous avez des personnages en fait qui reviennent tout le temps, à un moment il faut bien que vous c'est comme je sais pas si vous avez une montagne dans le paysage, on dit vous parlez toujours de la montagne, non pas que la montagne soit haute et respectable, hein, mais elle existe. Si vous êtes environné de barbelés, vous parlez des barbelés, ils existent. Après on va dire que ce personnage n'est qu'une figure parmi tant d'autres. Ce que j'attaquais en fait dans ce livre, et pas seulement dans ce livre, c'est-à-dire que j'en parle déjà beaucoup dans le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible, et j'en parle aussi beaucoup dans le livre sur le Fonds Marianne. C'est ce que je dénonçais, c'était une forme de discours stéréotypé qu'on appelle le discours anticomplotiste, qui est prolongé, qui est, on va dire, mise en musique par ce qu'on appelle des dispositifs anticomplotistes. Et le dispositif, en fait, c'est ce qui permet au discours de se diffuser partout. Donc, ce qu'on appelle le discours AC, anticomplotiste, se diffuse dans les médias, dans les milieux politiques, à travers les magazines, à travers les quotidiens. En fait, vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va retrouver même au niveau universitaire, qu'on retrouve un peu partout. Alors après, on va dire ce discours a des figures de proue, mais en fait, ce n'est pas du tout des attaques personnelles, parce que ce qui est très particulier dans ce discours, je pense que tout le monde en conviendra, c'est que c'est un discours qui est absolument stéréotypé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité qui se dégage c'est-à-dire que ce discours ce sont que des éléments de langage, un certain nombre de techniques, j'en ai recensé une vingtaine dans le massacre de Charlie Hebdo, dans l'anticonspirationnisme mis à nu. En fait, peu importe qui l'écrit, il y a un petit côté de ChatGPT. Vous voyez, ce ne sont pas, au sens strict, ce ne sont pas des auteurs, ce ne sont pas des personnes, ce sont des vecteurs d'un discours stéréotypé qui est engagé dans le cadre d'une politique qui ne dit pas son nom, mais qu'il faut bien reconnaître, vu qu'on va la retrouver de façon assez curieuse dans l'appel à projet du Fonds Marianne. Et justement, on va le retrouver effectivement dans cet avant-dernier livre. Qu'est-ce qui vous pousse à vous pencher sur le Fonds Marianne? Alors un scandale, certes, mais ce n'est pas le seul qu'on pourrait finalement mettre en lumière de dépenses publiques. Alors le Fonds Marianne, petit récapitulatif, il est mis en place en avril 2021, 6 mois après l'assassinat de Samuel Paty, et au départ, l'objectif initial, c'est de lutter contre l'islamisme radical. Sauf que, en cherchant, et vous le dites dans votre enquête, dans votre livre, c'est pas du tout ce qui va se passer, c'est que la cible première, c'est de lutter contre le complotisme, l'anticonspirationnisme. Oui, ça c'est alors déjà, pourquoi j'ai écrit ça? Déjà tout simplement parce que je découvre cette affaire au moment où je prends connaissance de la plainte. Donc je trouve que ça va bien ensemble. Donc j'ai commencé par écrire un article.
et je me rends compte en fait que que Conspiracy Watch n'est pas, enfin c'est intéressant, mais en fait ça fait partie ça n'est pas unique, c'est-à-dire que je vois un système se dessiner. Alors ces gens sont restés dans les règles, dans le sens où l'appel à projet qui a été lancé à l'initiative de Marlène Schiappa et mise en œuvre par le CIPDR, le Comité interministériel à la prévention de la radicalisation et de la délinquance, ne comporte pas le nom de Samuel Paty, ne comporte pas les expressions de propagande djihadiste, mais comporte l'impératif catégorique de lutter contre les théories du complot, entre autres. Voilà. Donc à partir de là, j'y vois en fait tout simplement une prolongation du travail que j'avais opéré avec l'anticonspirationnisme mis à nu. Bon alors après pourquoi j'ai fait ça? Alors il faut quand même que je précise, ça n'est pas un livre sur un fait divers. Voilà. Parce que vous voyez par exemple, j'écris un livre sur les, non, parce que ça pourrait, on se dit oui, c'est un sujet mineur, oui, tout à fait. C'est vrai que par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport à ce qui se passe au Liban, effectivement, c'est pas le sujet le plus important du monde. Mais bon, ça c'est une habitude que j'ai, c'est ce genre de faits divers. Enfin, comme Samuel Paty, je suis désolé, hein, mais on n'est pas dans les 300 000 morts de la guerre en Syrie ou les 50 000 ou 200 000 morts de la bande de Gaza. Bon, après, c'est évidemment très triste comme assassinat. On va dire que c'est un point de départ à une réflexion plus générale. C'est-à-dire que je vais du particulier au général. On peut aller du général au particulier. Donc ce livre comporte beaucoup de réflexions plus générales de ce qu'on appelle les valeurs de la République et la défense des valeurs et la défense des valeurs de la République. Alors aussi pourquoi je l'ai fait, je vais des circonstances personnelles, voilà, qui m'appartiennent, en fait, tout simplement. C'est comme ça. Et il y a un petit côté aussi, ça peut arriver, je pense, pour un écrivain d'écrire un livre qui est un peu moins fondamental que les autres, et je ne veux pas le dégrader en disant ça, parce que j'y apporté un très grand soin. Mais bon, un livre, je vais dire un livre plus léger. C'est pas léger, mais c'est plus léger. On va dire, avant c'était du 10 tonnes, là c'est du 6-7 tonnes. Voilà, mais je peux vous aider sur ce côté-là, sur ce plan-là. Moi, j'y vois deux axes importants dans votre livre. J'y ai trouvé deux axes importants. Le premier, c'est déjà, et on va en parler ensemble, c'est le statut de l'éducation nationale. On va parler, parce qu'on va quand même évoquer cette histoire de Samuel Paty. Vous dites que c'est un fait divers, mais il y a des problèmes sous-jacents à tout ça. Et puis le deuxième axe que j'y vois aussi, c'est les dépenses publiques et les fonds qu'on donne. Alors là, c'est le fonds Marianne, mais il y a tellement d'autres institutions qui bénéficient de subventions et finalement qui n'en font pas grand-chose. Donc il y a vraiment... Finalement, vous êtes en train d'atténuer un peu mais non, c'est un sujet essentiel. Votre livre est vraiment met en lumière deux sujets essentiels. Oui, alors on peut commencer par la deuxième partie. Effectivement, c'est là où il y a un problème plus général qui se dégage. C'est l'arrosage par de l'argent public d'une myriade d'associations. Donc en fait, l'analyse que je fais dans l'ouvrage, qui concerne les 18 structures qui ont été financées par le fonds Marianne, mais en fait il y en a plus, parce qu'il y a celles qui sont financées par le CIPDR de manière plus générale, de façon ordinaire. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. C'est on peut dire. En discutant avec d'autres personnes, on dit mais ce que tu dis sur le fonds Marianne, ça correspond à ce sujet, ça correspond à cet autre sujet, ça correspond aux associations LGBT, ça correspond aux attitudes aux associations anti-migration, ça correspond aux attitudes aux associations antiracistes. Donc là on voit c'est un cas particulier que j'analyse où on voit des quantités. Soyons honnêtes, hein, ce ne sont pas des sommes prodigieuses, mais on va dire le CIPDR pour ce genre d'opération, c'est du 6 ou 8 millions d'euros par an. Mais en fait, vous avez des dizaines de niches comme ça, voilà, où on comprend une réflexion que je me faisais par rapport à ça, c'est que
en fait, je comprends la hargne de certaines personnes on pourrait parler des associations de fact-checking aussi. La hargne de certaines personnes, en fait, à aller au créneau pour des causes qui sont ignobles, au sens, on va dire, premier du terme, ignoble, sans noblesse. C'est tout simplement que c'est leur gagne-pain. Ils sont payés pour ça. C'est-à-dire que quand vous êtes payé pour, je sais pas, pour balayer une rue, pour mettre des produits dans un rayon de magasin, si vous ne le faites pas, vous êtes viré. Voilà. Donc eux, en fait, c'est fait partie de leur contrat d'organiser des manifestations, d'intenter des procès, et c'est dans le cahier des charges. Et la réflexion que je me faisais, mais en fait, là où on a l'impression d'être environné de nuées de nuisibles, on va dire, de nuisibles au sens le plus large. Mais en fait, ces nuées s'effondreraient d'un coup si ces financements leur seraient retirés. Parce qu'ils seraient obligés de faire autre chose. Ils ne seraient plus obligés, en fait. Il y en aurait certains qui continueraient de le faire par pure idéologie, mais il y aurait toutes sortes de gens, en fait, tout ce système, on va dire, tout ce système de propagande, d'oppression et de harcèlement s'effondrerait, j'en suis certain, comme un château de cartes. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que toutes ces personnes et toutes les structures, alors vous en citez 18, les 18 structures qui ont bénéficié du budget. Alors, initial au départ, c'est 2,5 millions d'euros, toutes ces structures font partie du même système. Alors, on va juste énoncer, voilà, il y a 3 structures qui vont recevoir le plus gros budget, environ 330 000 euros. Alors, il y a l'USEPPM, on y va avec les sigles, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, dirigée par Cédric Karunagaran et Mohamed Sifawi, et on va revenir sur Mohamed Sifawi. Alors non, l'USEPPM n'est pas dirigé par, c'est simplement Cyril Karouyaranan. Ils sont associés. Oui, mais c'est pas un dirigeant. C'est simplement pour le préciser. Voilà. Mais effectivement, c'est porté par, sans Mohamed Sifawi, le financement n'aurait jamais été obtenu. Il y a aussi Civic Fab et Reconstruire le commun. On retrouve la LICRA, vous parliez tout à l'heure de l'association. 95 000 euros. Exactement. Et puis on retrouve forcément, entre autres, Conspiracy Watch avec 60 000 euros. Donc on voit bien que, déjà, pourquoi certaines, alors si vous pouvez nous expliquer pourquoi certaines de ces structures ont reçu un plus gros budget que les autres, comment, à votre avis, les sommes ont pu être réparties, pourquoi Mohamed Sifawi a bénéficié, lui c'était 350 000 euros si je me souviens bien, le budget alloué à son association. Écoutez, pour être honnête, si vous lisez le rapport de l'inspection générale de l'administration, qui a été commandé par la successeur de Marlène Schiappa au poste de secrétaire d'État à la citoyenneté, donc qui s'appelle Sonia Backès. Quand on lit le rapport de l'EGIA, il y a des phrases des fois où le rédacteur dit c'est des notes, en fait on n'a pas vraiment compris nous-mêmes. Vous voyez, donc il y a apparemment, en fait, ce qui se dégage, c'est que vous avez, ça, on va dire, c'est le plus important à comprendre, c'est que la plupart de ces structures, on va dire 75% des 2,5 millions d'euros, étaient déjà alloués à un certain nombre de structures et associations qui étaient déjà ordinairement financées par le CIPDR, sur le principe du gré à gré, c'est-à-dire qu'avec des renouvellements annuels. Marlène Schiappa a souhaité sans doute faire un coup politique. C'est le titre, on retrouve cette expression de coup politique dans le rapport sénatorial qui a été publié en juillet 2021, non, 2022 peut-être, bon. Ou 2023 même, non? Non, oui, bien sûr, 2023, autant pour moi. Je suis en plein dans le 13 novembre. Donc on parle de coup politique. Et il y avait un fonds de 2,5 millions d'euros et le CIPDR, ces fonds ne sont pas extensibles. Vous avez un budget de fonctionnement annuel qui est de l'ordre de 80 millions d'euros, avec, je crois, ces 6 à 8 millions qui sont consacrés à des projets pour ce genre d'associations, qui étaient ordinairement financés. Donc, par exemple, si je prends Conspiracy Watch, c'était déjà financé par le CIPDR. Donc, comme ils ne pouvaient pas trouver 2,5 millions d'euros en un claquement de doigts,
puisque en plus la ministre, c'est une ministre, après c'est devenu une secrétaire d'État, a tenu à accélérer la procédure de l'octroi des subventions. Forcément, le directeur du CIPDR, Christian Gravel, s'est trouvé face à un dilemme. C'est-à-dire qu'il lui fallait trouver des associations. Et donc, comme il ne pouvait pas trouver d'un seul coup des structures ad hoc correspondant à la lettre de l'appel à projet, qui n'était, rappelons-le, même pas consacré à Samuel Paty, etc., et ben en fait, on a pris les copains, voilà, les copains qu'on finançait déjà, et on en a fait artificiellement basculer des structures qui étaient déjà financées par le CIPDR pour les mettre dans l'appel à projet. Alors, il faut préciser que l'appel à projet, c'est important à comprendre, c'est quelque chose qui est soi-disant ouvert à tous, c'est-à-dire que vous-même, vous pourriez y postuler, tandis que le gré à gré, c'est un peu plus obscur, c'est par relation, c'est par cooptation. Et forcément, donc on s'est retrouvé. C'est pour ça que vous avez des airs de famille qui sont criants entre toutes ces structures. Parce que c'est pas simplement lutter contre les théories du complot, c'est défendre la politique gouvernementale de la gestion de la Covid, c'est défendre la justesse du soutien indéfectible à l'Ukraine contre la Russie, c'est défendre, on va dire la grande cause LGBT, c'est défendre l'origine exclusivement anthropique du réchauffement climatique. Bon, je vais m'arrêter là pour les éléments de langage. C'est-à-dire que quand on va vraiment dans le détail, et je donne quand même dans le détail des 18 associations, sans être rébarbatif, j'ai essayé d'y mettre une pointe d'humour de temps en temps, parce que quand même ça, quand il y a de quoi des fois quand on tombe sur certaines productions, c'est-à-dire qu'on voit des éléments de langage qui sont en fait le reflet de celui du pouvoir, c'est-à-dire de toute cette propagande dont on est abreuvé au quotidien sur tout un certain nombre de sujets, on va la retrouver. Et ce qu'on ne retrouve pas, et là il faut bien le préciser, on va pouvoir revenir peut-être à cette affaire Paty, c'est que à la limite l'appel à projet ne contient pas la lettre, le texte de l'appel à projet ne contient pas le mot Samuel Paty, ne contient pas l'expression propagande djihadiste en ligne, mais quand même, on aurait pu se dire, puisque c'est quand même le prétexte qui a été invoqué et qui a été reconnu par tous, que ces structures auraient pu faire un effort, mais au moins dans le cadre de l'appel à projet du Fonds Marianne. Et aucune ne l'a faite. Enfin, la seule qui l'a faite, d'ailleurs, c'est l'USEPPM qui d'ailleurs a été nommée comme bouc émissaire. En fait, ils l'ont fait et pas faite, mais ça, c'est des détails. Vous verrez ça, il faut découvrir le livre. Je veux pas parler pendant une demi-heure de l'USEPPM. Mais bon, voilà, par probité, c'est mon point de vue, hein. Les structures qui ont été financées par le Fonds Marianne auraient dû faire quelque chose dans cette direction. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait, Elles ont continué le travail qu'elles faisaient déjà pour le CIPDR, comme si de rien n'était, hein, en étant financées, en fait, d'une autre façon. Voilà, et c'est le cas de toutes les structures, enfin, ou presque toutes les structures qui ont été financées. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est que parmi ces structures, vous relevez quand même 2 associations fantômes. Donc vous dites que parmi les 18 structures, donc vous avez retrouvé 2 associations, l'ALMA, Agir localement, militer activement, et Ayad in Unumki. Yad in Unum. Merci. Oui. Qui signifie ensemble en un avec un mélange d'hébreu et de latin. Tout à fait, oui. Oui, alors ça, c'est des choses qu'on découvre, même en lisant le rapport de l'IGA. Quand vous lisez le rapport de l'IGA, mais en fait, parce que c'est des subtilités, mais on dit que c'était un fonds de 2,5 millions d'euros. À la fin, il n'y a que 2 millions qui ont été alloués. Donc, où sont passés les 500 000? Dans le rapport de l'IGA, le deuxième rapport de l'IGA, c'est ça, on voit que il y a des associations, c'est pour ça qu'il y en a 18, qui sont financées au nom par le CIPDR dans le cadre du Fonds Marianne. Donc Alma, c'est 500 000. 500 000, c'est la plus grosse, alors c'est une fédération d'associations, je vais pas entrer dans le détail, c'est la plus grosse structure. Et ce qui est rigolo dans le cas de l'ALMA, c'est que c'est intégré dans le cadre du rapport de l'IGA dans le financement par le Fonds Marianne. Après, ça en disparaît, mais on ne sait pas pourquoi.
On voit même dans le rapport sénatorial, ils disent c'est bizarre parce que ça y est, ça n'y est pas. Les avis à ce propos ont considérablement fluctué. Hein. Et quand je dis qu'il y a quelque chose de rigolo, c'est que le jour de l'octroi on va dire de la subvention par le Fonds Marianne, Marlène Schiappa a envoyé un mail, on va dire à toutes les associations et toutes les structures qui étaient sélectionnées. Et elle a envoyé un courriel à la présidente de l'ALMA. Et l'ALMA, et cette présidente a répondu, mais de quoi vous parlez en fait? C'est quoi ce Fonds Marianne? C'est-à-dire qu'on les a fait basculer dans le Fonds Marianne sans même les prévenir. Et on les a félicités. Bon, vous voyez là, c'est un très bon exemple pour voir comment en fait ça a été fait à la va-vite et un peu n'importe comment. Bon, pour ce qui concerne Yad, Dinounoum, je ne sais pas pourquoi ça a été exclu. Mon estimation, c'est parce que c'était beaucoup trop flagrant, que ça n'avait strictement rien à voir avec on va dire les prérogatives et les objectifs du CIPDR, qui, il faut bien le rappeler, hein, c'est quelque chose qui est à destination des jeunes et avec des préoccupations quant à leur délinquance et leur radicalisation. Et c'est quelque chose qui doit se faire sur Internet. Donc là, c'est quand même Yad, Dinounoum, il faut voir que c'est quelque chose qui est exclusivement, on va dire, concentré sur la mémoire de la Shoah, voilà. Et la propagande dans ce sens, donc je suppose que c'est pour ça que ça en a été exclu. Mais là encore, je me répète, hein, je me base sur le rapport de l'EGA. Bon, il y a beaucoup de phrases qui témoignent on va dire de l'incertitude dans laquelle les rédacteurs de l'administration eux-mêmes se sont trouvés pour faire la lumière. Donc ils ont fait un peu de lumière, mais pas complètement. Et je suppose que bon, ils se sont dit on va faire un peu de lumière, mais on va pas quand même allumer un plein phare. Voilà, donc on prend 2-3 boucs émissaires, le SEPPN, reconstruire le commun. On fait une commission d'enquête où on va interroger 2-3 personnes. Bon, et après, de toute façon, on va passer à autre chose. Et vous savez comment ça fonctionne. Hein, moi, ça m'arrive un an après. Bon, certes, je dis que j'écris un livre sur le Fonds Marianne. Je dis, mais c'était quoi le Fonds Marianne? Voilà, on s'en souvient plus. Hein, moi, ça m'arrive régulièrement, moi-même, quand je parcours l'actualité. Hein, je dis 1 an, 2 ans, 3 ans. Je me dis, mais c'est vrai que ce truc a existé. Mais voilà, comme on a des bombardements médiatiques. Hein, c'est une métaphore, mais ça ne me semble pas impertinent. On a tendance à passer, on a passé d'un sujet à un autre, et voilà, c'est comme ça qu'on peut enterrer à peu de frais un certain nombre de scandales. Voilà. Alors, il y en a tellement. Alors nous, on va revenir au commencement de toute cette affaire, cet assassinat de Samuel Paty, et si vous les qualifiez de charognards, c'est bien pour une raison. Mais au départ, donc Samuel Paty, qui était enseignant dans un collège, dans un collège. Dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine. Donc au cours d'un cours justement d'EMC, il propose des caricatures provocatrices qui mettent en scène le prophète Mohamed. Au départ, c'est ça, l'histoire. Et donc, il demande à ses élèves, puisque parmi les élèves, beaucoup, j'imagine, étaient de confession musulmane, et il demande aux élèves qui pourraient être heurtés par ces images, de soit fermer les yeux, détourner le regard, ou de quitter la classe. Et puis là, ça va prendre une autre tournure, parce qu'on a une élève, et actuellement, je crois qu'au moment où on enregistre cette interview, il y a le procès, justement, tout à fait, oui. Qui se déroule, et donc cette jeune fille, alors vous la citez dans votre livre, mais apparemment, on ne peut plus la citer, ça aussi, vous citez son... Bah oui, je la citerai pas, alors. Je vois que dans les médias, tout le monde l'appelle Z. Bah oui, et que même la sœur elle s'appelle Zora, bon. Voilà. Et plus personne ne... Non, à l'époque, on pouvait le citer, mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est donc la jeune adolescente de l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, elle a 16 ans. La jeune adolescente, en fait, tout est parti d'un mensonge. Tout à fait. Ouais, c'est ça.
Alors déjà bon, c'est un tout petit peu inexact ce que vous avez, enfin la façon dont vous avez rapporté cette histoire. Ah, dites-moi, qu'est-ce qui est inexact? Non, en fait, non, mais quand je dis, enfin, c'est des tout petits détails, mais ce sont des détails qui comptent. C'est-à-dire que Samuel Paty, en fait, ses cours de MC sont obligatoires. C'est un cours sur la liberté d'expression. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas faire n'importe quoi en tant que professeur d'histoire-géographie. C'est-à-dire qu'il faut, on va aller trouver ce qu'on appelle des ressources sur le site de l'Éducation nationale. Donc, c'est un site qui s'appelle canopé.fr, dont je me souviens, je ne sais pas si ça a changé depuis. Et vous avez des séquences qui sont proposées. Donc, Samuel Paty, en fait, est allé sur ces ressources. Et d'ailleurs, ce cours, il l'a intitulé « Être ou ne pas être Charlie », parce que ça entrait dans un cadre de liberté d'expression. Non, mais c'est très bien de faire cette précision, parce que il y a tellement de gens qui sont tombés sur ce pauvre professeur. Bon, je dis moi, j'aurais procédé différemment. Mais on peut pas lui reprocher, en fait, d'avoir respecté simplement les consignes de l'Éducation nationale, et lui-même d'avoir eu un certain scrupule, leur dire être ou ne pas être Charlie, c'est-à-dire qu'il y avait un débat. Voilà. Et le cours que vous décrivez, je pense pas autant que je me souvienne, il leur a pas proposé de sortir, mais c'est simplement de brièvement baisser le regard. Il n'y avait aucune référence à leur religion, et c'est un cours qui n'a pas suscité de remous. Mais ça s'est emballé quand une élève, donc la fameuse Z, voilà, Z comme je sais pas quoi, enfin ce que vous voulez, en fait était absente à ce cours. Je ne sais pas pourquoi, si elle l'avait séché ou parce qu'elle avait été exclue. Elle avait été exclue. En fait, la réalité, c'est qu'elle a été exclue parce que c'était une enfant. Voilà, qui a une enfant à problème, qui avait déjà je vais pas dire des multiples. Pour comportement, hein, je crois. Voilà, de comportement, attitude, travail, et en fait, pour que ça passe un peu mieux auprès de sa famille, elle a inventé ce bobard, en fait, en déformant ce cours auquel elle n'a pas assisté, pour transformer Samuel Paty en, là pour le coup, une caricature de militants républicains, charlistes, fanatiques, ce qu'ils n'étaient pas, prenant un plaisir sadique à confronter des élèves musulmans ou pas. D'ailleurs, et c'est ça, je tiens bien à le préciser, parce que c'est aussi c'est une dimension quand même qu'il faut souligner, c'est-à-dire que montrer. Quand vous montrez, ça c'est la caricature la plus choquante, quand vous montrez une personne censée être identifiée à Mahomet, et c'est explicite dans le dessin, c'est un dessin de Corinne Ray, d'ailleurs celle-là même qui a donné le code aux terroristes pour entrer dans les locaux de Charlie Hebdo. Donc vous voyez ce Mahomet nu, prêt à être empoigné en levrette, avec le pénis apparent et goûtant, avec une étoile à la place de l'anus, avec le commentaire « Mahomet, une étoile est née ». La question qui se pose n'est pas seulement celle, en fait, d'un blasphème. Vous voyez, c'est aussi la pornographie. C'est-à-dire, peut-on, c'est pour ça que je dis, ça concerne tous les enfants. Est-ce que, si on fait des cours sur la liberté d'expression, est-ce que on est obligé de montrer ce genre de choses? Voilà, et je suppose, enfin je crois me souvenir que Samuel Paty lui-même a eu des scrupules par rapport à ça. Et c'est pour ça en fait qu'il a dit vous pouvez détourner, mais il se disait bon, ce sont les consignes de mon institution, je fais mon travail. Je suppose qu'il n'était pas forcément d'accord. Je pense que ça lui a présenté un cas de conscience. Bon, je suppose. Voilà. Il l'a fait, mais c'est quand même une vraie question, ça. Enfin, je tiens à le préciser parce que c'est pas simplement parce que sinon on va nous faire toujours le plan des musulmans islamistes terroristes inadaptés, inamalgamés. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la question, c'est est-ce qu'on peut montrer de la pornographie à des adolescents fût-ce dans un cours sur la liberté d'expression. Voilà, voilà. Alors je peux peut-être un tout petit peu enchaîner. Donc ça déjà c'est un problème. Ça. Est-ce qu'on pourrait pas trouver autre chose en fait à mettre à disposition des professeurs pour un sujet aussi vaste que la liberté d'expression. Voilà. Bon.
Ensuite, il y a le fait que une dizaine de jours se sont écoulés entre le moment où l'affaire a éclaté, parce que cette jeune élève en a parlé à ses parents, le parent l'a diffusé sur les réseaux sociaux, il s'est accoquiné ensuite avec un militant, on va dire, je vais l'appeler islamiste, j'aime pas trop ce terme, mais bon, admettons, qui s'appelle Abdelhakim, c'est Frioui, qui a déjà un certain relief. L'affaire s'emballe sur les réseaux sociaux et ça prend de l'ampleur. Samuel Paty va porter plainte. Ça va être signalé par la chef d'établissement à l'administration pour que quelque chose soit fait. Et pendant tout ce temps, en fait, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et c'est dans ces circonstances que vous avez ce jeune Tchétchène qui s'appelle Abdullah Kanzorov, qui était déjà en quête parce qu'il faut préciser le contexte, c'est qu'on est en octobre 2020, c'est-à-dire entre deux confinements. C'est très étrange d'ailleurs comme période, si vous vous souvenez, c'est-à-dire que tout d'un coup l'actualité terroriste pendant un mois a remplacé complètement, comme si c'était, je parle de piqûre de rappel en termes de terrorisme, parce que il y a l'attaque au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo par un Pakistanais sans papier, autant que je me souvienne, et vous avez aussi le triple assassinat de la basilique de Nice. Et donc c'est une espèce ça intervient dans ce contexte. Et c'est là que Abdullah Kanzorov en fait va entrer en contact. Alors je ne sais pas si je pense pas que c'est Frioui, mais je pense que c'est le père en fait. C'est pour ça qu'il encourt une très très lourde peine au cours de ce procès. Et pendant voilà, donc il va avoir le temps de prendre connaissance de la polémique, de se préparer. Et comme personne n'a rien fait, tant au niveau de l'éducation nationale que des services de renseignement de la police, eh bien l'issue fatale va survenir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment tenu à montrer dans mon livre, parce que beaucoup de gens en fait ont voulu jeter la pierre uniquement à Samuel Paty. Mais en étudiant en profondeur cette histoire, je renvoie notamment à un livre de Stéphane Simon sur le sujet. Si on s'aperçoit qu'il y a eu de très très graves dysfonctionnements en fait dans les institutions, et que pour de multiples raisons, cet assassinat n'aurait jamais dû en fait avoir lieu, et que c'est pas du tout en fait le problème. Vous voyez, c'est ça qui est scandaleux, c'est que on va nous expliquer que il faut faire des initiatives comme le Fonds Marianne pour promouvoir les valeurs de la République, développer un contre-discours républicain. Et c'est ça, en fait, qui va permettre d'empêcher l'assassinat de gens comme Samuel Paty ou le professeur Dominique Bernard. Ça, c'est beaucoup plus récent, mais je l'ai rajouté à la fin de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, que il y a des dysfonctionnements dans les services d'immigration, dans l'étude de certains suivis, dans le respect de ce qu'on appelle les OQTF, c'est-à-dire les obligations de reconduite à la frontière de profil à risque. Et en fait, il suffirait d'appliquer un certain nombre de règles simples, mais ça n'est pas du tout en fait ce qu'on appelle le contre-discours républicain en ligne par Internet qui va permettre d'empêcher ce genre de drame. Ça n'a rien à voir. C'est simplement des profils extrêmement dangereux qu'on fait entrer sur le territoire et envers lesquels on est indulgent pendant des années et des années, jusqu'au moment où l'un d'entre eux, va passer à l'action. C'est ce qui s'est passé dans ces deux cas. Alors justement, dans ces deux cas, on peut se dire aussi que ça part d'un mensonge, mais est-ce que l'islamisme radical, le djihadisme, est réellement une menace en France? Comment dire ça? C'est un peu, ça va être compliqué. Il faut être un peu subtil quand même quand on parle de ce genre de choses.
Parce que finalement, je dirais oui. Cet homme-là, Abdelhakim Sefrioui, il était tout de même connu, puisque là on a même l'imam Chalgoumi qui est allé témoigner contre. Il aurait dû être expulsé d'ailleurs, cet Abdelhakim Sefrioui. Oui, alors écoutez, il faut quand même reconnaître que ce qu'on appelle la propagande salafiste et la propagande djihadiste, c'est quand même quelque chose qui existe. Vous voyez, c'est un phénomène quand même qui, vous voyez, moi j'ai vécu 4 ans en Égypte et j'ai vécu 2 ans au Liban. Bon, c'était il y a quelques années, mais ce genre de choses n'existait pas, même dans les pays arabes. Donc, vous voyez, c'est qu'on a laissé quand même se développer en France, notamment par le financement de pays comme l'Arabie saoudite et le Qatar, une certaine idéologie qui, quand même, à juste titre, peut être qualifiée de séparatiste. Il y a quand même un critère vestimentaire. Je ne suis pas un apôtre de l'interdiction du voile, qu'on s'entende, hein, mais il y a quand même des limites. Quand vous croisez je sais pas, un barbu avec des baskets Nike et une longue djellaba dans une rue de Paris, quand vous vous posez des questions. C'est-à-dire on s'entend, hein, il ne va pas poser de bombes. C'est surtout s'il fait partie de ce qu'on appelle le salafisme, qui est plutôt une branche qui est quiétiste, qui est contre le fait le passage à l'action violente. Bon, écoutez, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Et après, il y a aussi quand même quelque chose qu'il faut bien souligner, c'est que dans un certain nombre d'affaires, on est obligé de se poser. On s'entend. Il y a certains, dans certains cas, dans un nombre de cas, des actions qui ont été menées par des individus isolés entre, on va dire, 2015 et 2020. Il y a d'authentiques affaires où des gens voulaient passer à l'action. Mais bon, quand même, quand on analyse certaines affaires, certains dysfonctionnements, je pense à l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, au massacre de Charlie Hebdo de janvier 2015, et aux attentats du 13 novembre 2015, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont impressionnants. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, vous allez avoir un lampiste, un criminel authentique potentiel, mais il y a des défaillances qui sont telles et qui ne sont pas questionnées par les commissions d'enquête que on ne peut pas ne pas se poser la question à un moment de se demander s'il n'y a pas eu un peu de laisser-faire pour et ensuite faire mousser ces affaires dans des contextes explosifs brûlants où on va essayer d'amalgamer, par exemple, vous voyez, c'est le cas qui vient à l'esprit, c'est-à-dire que tous ces genres d'événements vont être ensuite instrumentalisés, ça c'est authentique, par la presse et certains politiques pour justifier le combat, c'est pas un combat, on va dire l'agression d'Israël contre les Palestiniens, en disant que c'est exactement la même chose. On va dire que les Palestiniens égale Hamas, le Hamas égale Daesh, Daesh a fait le 13 novembre, donc les Palestiniens ont fait le 13 novembre. Ça n'est pas dit comme ça, on s'entend. Vous voyez, mais il y a quand même une instrumentalisation et bon, voilà, c'est donc le laisser-faire mais c'est un vaste sujet que je n'aborde pas trop d'ailleurs, simplement en disant que bon, de toute façon, pas grand-chose n'est fait, on va dire, pour lutter contre cette propagande. Et je suis tombé j'ai quand même étudié beaucoup de vidéos que ce soit de l'USEPPM, de Civic Fab, de Conspiracy Watch, de la LICRA. Franchement, vous voyez ça, vous dites, mais vous voyez les profils de l'assassin, des assassins de Bing Bernard ou Samuel Paty, vous dites, mais vous plaisantez ou quoi? Limite, ça va les stimuler si vous racontez ce genre de discours. Ça n'est absolument pas adapté. Enfin bon, voilà, vaste sujet. Revenons sur les défaillances d'un système et puis finalement défaillance du fonds Marianne. Qu'est-ce qui va amener à cette enquête finalement, à ce qu'on se dise il y a un problème avec ce fonds Marianne, avec le budget qui a été alloué? Qu'est-ce qui va conduire à cette interrogation? Alors là, pour le coup, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Oui, on a commencé cet entretien en parlant des associations qui sont arrosées, la pluie de pognon qui pris dans le poche. Hein. C'est-à-dire que c'est le contribuable qui paye tout ça, faut jamais oublier.
c'est que quand en fait l'appel à projet du Fonds Marianne a été connu, il y a toutes sortes de gens qui disent c'est intéressant ça. Donc vous voyez, il y a des gens qui font la queue. C'est une image. Hein. Et au bout d'un moment, il y a la 18e personne. Les 2,5 millions ont été donnés. Il y a tous ceux qui sont là, qui n'ont pas obtenu le paquet, vous voyez, ou l'alias. Et là, ils disent mais c'est injuste, c'est dégueulasse. J'aurais dû. Pourquoi moi je n'ai pas eu. Bon. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que par vengeance, certaines associations dont le nom n'est pas dit. Alors oui, il y a toute une histoire à propos de SOS Racisme qui aurait dû être subventionné à hauteur de 100 000 €, mais Marlène Schiappa a mis, pour des raisons qui lui sont propres, son veto. Mais bon, on ne sait pas en fait quelles associations précisément ou quelle association a dénoncé toutes les autres. Mais c'est-à-dire que le point de départ de l'affaire, c'est des gens qui auraient fait exactement le même travail inutile, efficace, déconnecté de l'affaire Samuel Paty, qui en fait, simplement par jalousie et par vengeance, ont signalé l'existence du scandale. Et c'est uniquement pour cette raison que ça a été diffusé par des médias, on va dire des médias tout à fait convenables. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous avez France 2, le journal Marianne, après Mediapart, qui vont s'intéresser à ces situations. Parce que on s'entend, si c'était vous ou moi qui dénonciez ce scandale, il ne se serait strictement rien passé. Mais comme ça a été fait par des acteurs qui sont ordinairement financés, et voilà, qui voulait faire partie de, j'emploie une expression dans le livre, c'est, vous voyez, il y a une série de matchs truqués, et des joueurs qui postulent pour faire partie de l'équipe, et ils n'en sont pas, donc ils sont furieux, et donc après, ils balancent. Hein. C'est un peu aussi ce que dit Mohamed Sifawi lors de son audition. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais c'est dit tel quel. Oui, alors pourquoi lui il est dans le collimateur, visiblement, de ces jaloux, ceux qui n'ont pas pu partager le gâteau. Mohamed Sifawi, on va rappeler rapidement, c'est un journaliste algérien, il a fui son pays natal dans les années 90, durant la décennie noire, et il s'est un peu mis comme ça sur le devant de la scène pour être un journaliste d'investigation. Il avait infiltré, soi-disant, les membres d'Al-Qaïda. Alors il est à la fois... Moi aussi j'ai infiltré Al-Qaïda, moi aussi. Il est à la fois soupçonné de faire partie des services secrets algériens et aussi peut-être il ferait partie de la DGSI. On ne sait pas trop. En tout cas, Mohamed Sifawi, c'est vrai qu'il interpelle, mais dans cette affaire, moi je me suis quand même posé la question, pour quelle raison c'est lui qui est attaqué et pas d'autres? Tout à fait, oui. Alors je ne porte pas beaucoup d'estime, on va dire, pour Mohamed Sifawi, et vous en découvrirez les raisons. Il y a plein de raisons de remettre en cause Mohamed Sifawi dans le choix de cette personne pour service de référence pour lutter contre la propagande islamiste. Mais, oui, enfin la propagande djihadiste, ouais, c'est ça le terme, la propagande djihadiste en ligne. Mais ce qui est bon, alors pour être honnête, l'argent a été dépensé n'importe comment. Enfin, je trouve c'est-à-dire que c'est essentiellement des salaires. Oui. Il y a eu des très gros problèmes aussi au sein de la structure de l'USEPPM, parce que son président a été dénoncé par son conseil d'administration, enfin autant que je me souvienne. Et en plus, c'est ce que raconte Mohamed Sifawi. Hein. Et ensuite, il y avait la contrainte pendant la campagne, c'est ce qu'il raconte, de ne pas trop faire de propagande. Donc il était un peu bloqué. Donc c'est vrai que vu l'argent qui a été octroyé, hein, on parle de salaire, double salaire, 3500 pour l'un et l'autre pendant plusieurs mois, c'est vrai que le résultat est dérisoire. Enfin, il explique quand même, enfin, vous le mettez dans le livre, il explique quand même que 3500 par mois, c'est rien, il a une famille à nourrir, voilà, vous payez votre loyer. Non, mais en fait, c'est 7000, parce qu'il était déjà financé à hauteur de 3500 € ordinairement en tant que conseiller du préfet Christian Gravel, qui était le directeur du CIPDR. Donc voilà, bon, il a beaucoup d'enfants à nourrir, ça fait quand même, si on cumule, ça fait 7000. Alors, je rappelle que
le projet qu'il portait était le seul, ça a été rappelé même dans la commission d'enquête, qui prétendait lutter explicitement contre la propagande djihadiste en ligne. Voilà. Alors mon opinion, qui en vaut une autre, c'est que il fallait trouver des boucs émissaires. Voilà, des boucs émissaires. J'entends, hein, le travail qui a été fait est complètement bâclé, ni fait ni à faire, l'argent était très mal employé. Et ce qu'il aurait fallu faire, c'est de montrer que l'argent, non seulement était mal employé partout dans le fonds Marianne, mais qu'il était mal employé partout, hein, par le CIPDR, tout au long des années. C'est ça qu'il fallait montrer. Je pense qu'il fallait trouver des boucs émissaires qui étaient bien pratiques à montrer à l'opinion publique, pour donner l'impression que, on va dire, les instances républicaines avaient pris en charge le problème, voulu le résoudre, et montrer qu'ils avaient pu faire une opération main propre et que bon, c'était deux cas isolés, mais tout le reste, c'est très bien. Et sans entrer, là je ne vais pas entrer dans le détail, vous le découvrirez, il y a aussi l'association Reconstruire le commun d'Alan Menouni, qui a produit un travail, qu'on s'entende, remarquable, pas à mon sens, hein, mais si on compare, voilà, si on compare avec d'autres structures. Et c'est assez symbolique que ce soit celle-ci qui ait été désignée à la vindicte populaire. Voilà, il fallait des boucs émissaires. En tout cas, ça n'a pas détruit sa carrière parce qu'on continue de le voir sur les plateaux télé. Il vient Ah, vous l'avez vu récemment? Peut-être pas tout récemment, mais en tout cas pendant le conflit israélo-palestinien, on l'a vu à plusieurs reprises. Ah bon, bien avant l'audition, bien après son audition devant le Sénat. Hein. Donc non, il est réapparu à plusieurs reprises. Hein. Bon, bah, là, je compte sur les spectateurs pour me dire si je me trompe, mais non, il est toujours actif. Vous avez vu certaines vidéos? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faisait il y avait pas un peu d'amalgame entre Vous voulez mon sentiment sur Mohamed Sifawi? Non, mais on pourra en discuter en aparté. On pourra en discuter en aparté. Bon, bah écoutez, non, mais s'il est toujours invité comme spécialiste, ça veut dire que, bon, vous voyez, l'avenir n'est pas si sombre. On est passé à autre chose. Exactement. Il a toujours le même discours et il est toujours très virulent et il est toujours, voilà. Et il soutient Israël. Voilà ce que je peux vous en dire rapidement. Bon, d'accord. Oui, ça me paraît évident. Bon, d'accord. Oh là là. A contrario, il y a un autre personnage qui, lui, démontre un soutien indéfectible de la part du gouvernement, de toutes ces structures. C'est encore Rudi Reichstadt, finalement. Lui, quoi qu'il arrive, il est sur le devant de la scène. Il est présenté comme un vrai professionnel, c'est depuis des années, expert, ça. Un expert. Ouais. Expert en tout, sur tous les conflits, tous les sujets, au nom de la lutte contre les complotistes et les théories du complot, qui seraient, selon lui, l'antichambre du basculement vers la radicalisation terroriste. Alors, pour être honnête, c'est un sujet auquel je ne m'intéresse plus. Volontairement, parce que j'en ai assez, et c'est pas qu'à cause du procès, hein, c'est que je pense en avoir fait complètement le tour. Effectivement, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui, à l'instar d'autres acteurs anticomplotistes, hein, mais bon, il n'y en a pas des centaines. Il a table ouverte dans les milieux politiques, médiatiques ou même je sais pas, universitaires, en tout cas médiatiques et politiques. Voilà, donc ça fait partie du dispositif, la lutte contre les théories du complot. Alors là, par exemple, quelque chose que j'aurais peut-être dû vérifier, c'est est-ce que on lutte contre les théories du complot qui permettent d'innocenter les méchants palestiniens du Hamas par rapport aux gentils israéliens qui se défendent. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié. Est-ce que ce discours existe? Je dirais que c'est probable, mais je ne l'ai pas vérifié. Alors justement, ce livre, vous le terminez, vous le concluez sur cette ouverture sur le conflit israélo-palestinien, parce que j'imagine sur la fin d'écriture, c'est à ce moment-là peut-être qu'arrive le 7 octobre. Pourquoi vous ouvrez sur ça? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Alors ça n'est pas un parallèle, mais c'est
c'est pour dire que si vous prétendez lutter contre la propagande djihadiste en ligne et promouvoir un contre-discours républicain, il faut ne pas commettre un certain nombre d'actions ou de discours qui vont rendre ce discours complètement inopérant et inefficace. En l'occurrence, la prise de parti fanatique, inconditionnelle, couplée à la condamnation rapide de tout un ensemble de personnes, du haut jusqu'au bas de l'échelle sociale, pour apologie de terrorisme, à partir du moment où vous apportiez, attention, je vais faire attention, on va dire, une forme de soutien à la Palestine et aux Palestiniens de la bande de Gaza, en laissant penser que vous pourriez soutenir le Hamas, cette attitude des autorités, en fait, les rend complètement inaudibles. C'est-à-dire que cette prise de position, tant en termes de politique étrangère, de soutien total à Israël, que en termes de politique intérieure, dans le domaine de la politique intérieure, de condamnation injuste de tout un ensemble de gens qui font des commentaires des fois complètement anodins en ligne, en même temps avec des manifestations incroyables, de soutien à Israël avec les plus hautes les plus hauts dirigeants, Yael Braun-Pivet, il y avait aussi Elisabeth Borne, il y a eu Emmanuel Macron qui se rendent en Israël et qui marquent ce soutien total. Si vous avez ces attitudes, en fait, comme ces gens sont confondus avec les valeurs de la République, tout le discours que vous pouvez faire par ailleurs pour empêcher cette radicalisation, je trouve complètement annulé. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à terminer là-dessus. Je dis ça en guise de conclusion. Oui, c'est pas simplement. Si vous voulez lutter contre ces phénomènes, c'est pas simplement financer n'importe comment des associations qui pondent des vidéos nullissimes qui pour certaines ne dépassent pas les 100, les 200, des fois même les 20, les 30 vues. Voilà. Et qui ont très peu d'abonnés aussi, c'est ce que vous dites. Aucun abonné, aucun commentaire. Déjà que c'est nul, ça ne marche pas. Si en plus, au niveau de l'État et de la justice, vous vous comportez d'une façon qui va amener un certain nombre, ce que je ne souhaite pas, un certain nombre de personnes en fait à s'éloigner des valeurs de la République. Mais là, on en revient au mieux, hein. On en revient aussi à un problème un peu plus grave et un peu plus profond. C'est le rôle des gouvernants et finalement ce système qui est défaillant, qui est complètement défaillant. Donc là, les citoyens sont peut-être désarmés face à ça. Est-ce qu'on a un pouvoir de décision, Bah écoutez, même la CPI n'a pas le pouvoir de contraindre. Bon. CPI dont la France est signataire. Alors j'entends l'argument comme ce pays n'a pas ratifié la CPI dans ses statuts. C'est vrai, selon les statuts de la CPI, si le pays n'a pas ratifié en fait le statut de Rome de 1998, c'était un prélude à la création de la Cour pénale internationale. Eh bien, le dirigeant ne peut pas être poursuivi. Oui, d'accord, pourquoi pas. Mais si on est aussi extraordinairement permissif avec Benyamin Netanyahou, pour autant, même si d'autres dirigeants n'avaient pas ratifié la CPI, Bachar al-Assad par exemple, Mouammar Kadhafi, est-ce que ça a empêché est-ce que c'est pour autant que, oui, effectivement, Bachar al-Assad, bon, il commet un génocide, on s'entend, il n'a jamais commis de génocide, mais bon, il peut quand même venir en France. C'est un deux poids deux mesures qui est si extraordinairement déconnecté de ce que même des observateurs non avertis peuvent constater, que là en fait ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France ne sont pas en fait des colonies israéliennes? Voilà, la question est posée. Et à partir de ce moment-là, si nous sommes une colonie, on peut avoir l'impression d'élire des dirigeants, mais dans une colonie, forcément,
nous ne pouvons pas, en tant que citoyens, influer d'une façon ou d'une autre. Et de toute façon, c'est si vous voulez prétendre à la fonction suprême, ou même à des fonctions subalternes, comme député, eh bien, il faut que vous montriez patte blanche sur tout un ensemble de sujets. Voilà, il faut, j'y reviens, hein, il faut être pro-LGBT, il faut être antiraciste, il faut être pro-immigration, il faut être pro-européen, il faut être pro-OTAN, il faut être, là, vous voyez, propagande réchauffement climatique. Il faut défendre la Covid, etc. Si vous ne cochez pas toutes ces cases, vous ne pouvez pas prétendre exercer une fonction politique. Donc vous voyez, ça c'est une réflexion plus générale. Mais dans le cas de ce qui se passe en Israël à l'heure actuelle, en Palestine occupée, c'est bon, on voit que on ne peut rien faire. Et d'ailleurs c'est assez révélateur et hallucinant. Enfin, c'est pas hallucinant pour ceux qui le connaissent, mais c'est vraiment assez révélateur de voir que personne sur Terre ne peut rien faire. Personne. C'est incroyable. Enfin, je vais pas dire que c'est incroyable, on sait pourquoi. Mais voilà, si les gens veulent comprendre comment les choses fonctionnent... Il faudrait se poser les bonnes questions, voilà, c'est ça. Merci beaucoup François Bellieu d'avoir été notre invité. Merci. Je rappelle le titre de cet avant-dernier livre, Le Fonds Marianne et les charognards de Samuel Paty, et votre dernier livre qui vient juste de sortir au moment là où on Tout à fait. J'aurais pu pouvoir le montrer, mais ce sera pour une autre fois. Et vous reviendrez en parler d'ailleurs, parce que Volontiers. Je l'ai pas en ma possession. Je donne le titre, ça vous va ? Oui. Géopolitique des attentats du 13 novembre. Oui, voilà. Donc on voit bien que là encore, c'est tout un programme. Sous-titre 2009-2024, les conséquences catastrophiques de la politique étrangère de la France au Levant. Bon. Voilà. Alors j'ai hâte de le lire, et puis vous reviendrez nous en parler. Je vous remercie François, et puis je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes... D'accord. Volontiers. Merci.